Très bien. Écoutez, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'ouvrir ce webinaire. Vous savez que nous sommes engagés au comité 21 et avec des enjeux et des hommes. Et je salue Agnès Rambaud-Paquin, dont je vois le visage à l'écran. Nous sommes engagés dans une réflexion sur le dialogue parties prenantes. Alors, il faut vous dire que c'est un peu un produit maison, le dialogue parties prenantes au comité 21, parce que nous avions déjà publié un guide sur le dialogue parties prenantes, mais la vie avance et nous avons évidemment besoin aujourd'hui de regarder avec un autre regard et surtout d'ailleurs le regard de la révision des directives européennes. Ce n'a pas été dans dans le dialogue qui a précédé la directive européenne, ça n'a pas été tellement en fait un objet de discussion, alors que c'est extrêmement important. Et que au moment où nous avons des conventions citoyennes, où les citoyens sont interrogés partout à l'extérieur des entités, particulièrement des entreprises, où il y a en fait des circuits directs entre des conventions de citoyens à la représentation parlementaire, etc. Eh bien, l'entreprise qui, de plus en France, en tout cas pour les grandes entreprises, essaye de réfléchir sur sa raison d'être, l'entreprise ne peut pas être sans ces parties prenantes. En dessous des 4 niveaux, les chiffres correspondant à ce que je viens de détailler. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a un décrochage entre les PME et les grands groupes sur ces questions, qui est de l'ordre de 10 à 30 points en fonction des critères, mais qu'en revanche, les mêmes tendances sont observées, c'est-à-dire que les entreprises pratiquent le dialogue, enfin en tout cas une partie d'entre elles, et qu'elles ont été en capacité d'aborder des sujets assez pointus. En revanche, il y a une faible formalisation et peu d'intégration à la gouvernance. On observe les mêmes tendances entre zones géographiques, avec l'Angleterre qui arrive très nettement en tête, que ce soit dans les PME ou dans les grands groupes d'ailleurs. Et puis, en revanche, sur les secteurs, si le secteur agroalimentaire arrive toujours en tête aussi des observations que nous avons faites, les disparités sont, enfin les grands groupes ou les PME n'ont pas les mêmes maturités de pratique en fonction des secteurs étudiés. Le secteur de l'agroalimentaire est celui qui arrive en première position, à la fois pour les PME et les grands groupes. Donc, c'est eux qui obtiennent les meilleurs scores dans l'ensemble des catégories, l'ensemble des niveaux de maturité. Ensuite, si on en vient donc au secteur des ressources, donc ressources naturelles, eau, énergie, gaz, minerais, etc. Là-dessus, on a été plutôt déçus parce qu'on a fait le constat que pour un secteur qui est au cœur des enjeux de la transition, les PME, en tout cas, étaient particulièrement en retard. Quasiment dernière sur l'ensemble des niveaux de maturité. Donc, le dialogue existe, mais il n'y a pas c'est pas perçu comme quelque chose de stratégique qui doit être structuré ou approfondi pour les PME. Les grands groupes, c'est un petit peu mieux avec notamment des pratiques à l'échelle locale qui sont particulièrement développées pour 83% des grands groupes et des démarches plus structurées. Pour ce secteur, c'est l'Europe du Sud et les États-Unis qui sont arrivés en première position. Concernant donc le secteur de la santé, donc là-dessus, ça rejoint des surprises, en tout cas étonnements qu'on a eu, c'est que pour des secteurs qui sont très, enfin pour lesquels il y a beaucoup d'attentes, notamment en termes de transparence, finalement, les résultats ne sont pas non plus à la hauteur, disons. J'en viens maintenant donc au secteur du transport où là, on a remarqué que donc les PME
encore une fois, est assez peu proactive. Il y a pourtant des bonnes pratiques qui sont vraiment isolées parce qu'il y en avait, ça se comptait vraiment sur les doigts d'une main. Mais on a vu quand même des choses intéressantes qui montrent que c'est possible aussi pour des PME de faire des choses extrêmement intéressantes qu'on peut penser être réservées aux grands groupes. Ensuite, le dernier secteur qu'on a étudié, celui des biens et services technologiques. Alors là, ce secteur-là, c'est le secteur qui est le moins mature, notamment pour les grands groupes, avant-dernier pour les PME. Donc, il y a vraiment un sujet, des choses à creuser dans ce secteur-là pour comprendre où sont les freins. On sait… À côté de tout ce qui se met en place en termes de nouvelles régulations, des nouvelles structures, des politiques, des fonds européens qui intègrent de plus en plus le durable, vous connaissez tous le Green Deal, il y a un vrai enjeu par rapport à où en sont les fédérations européennes, les fédérations industrielles. Et là, si on peut remonter un peu en arrière, si je me peux permettre, il y a un constat qui a été fait qu'en fait, elles ont depuis 40 ans une fonction de lobbying. Nous pensons qu'avec 27 millions d'entreprises, il est grand temps que ces fédérations européennes, comme une partie prenante très importante, doivent également se transformer. Et certains disent des tsunamis de régulation qui vont arriver cette année-ci en termes de propositions. C'est surtout sur la directive non financière, je pense que Madame Laville l'avait déjà évoqué. Il y a aussi en juin une proposition de la Commission sur ce qu'ils appellent le système de corporate governance. Et là, il y a deux éléments qui intéressent particulièrement, je dirais, les parties prenantes. Il y aura une exigence d'information aux entreprises pour expliquer comment elles identifient et surtout elles gèrent leurs risques, les risques sociaux et environnementaux et surtout climatiques. Et donc, il y a là une exigence de voir comment les entreprises utilisent une intelligence à la fois intérieure et extérieure à l'entreprise. On a identifié, déjà, on a cartographié nos parties prenantes par rapport le développement durable. Et donc, effectivement, on a fait un focus sur les clients, collaborateurs, les sous-traitants, matériaux, équipements, logistique, société civile. On a identifié les besoins de communication et ensuite, on a créé une stratégie en interne pour pouvoir mieux exprimer et mettre en œuvre certains outils et façons de dialoguer en fait avec toutes les parties prenantes. Donc on essaie on construit un modèle et ensuite on essaie d'être un petit peu exemplaire par rapport à ça. Dans un grand groupe comme Orange, quand il y a une dizaine d'années on démarre le projet de lancer du dialogue parties prenantes, il est clair qu'on se heurte à des pratiques de grands groupes qui étaient de dire il n'est pas question qu'on se fasse piloter par des parties prenantes, c'est pas concevable au sens du business. Et c'est vrai que c'est en introduisant la notion de matérialité qu'on a réussi à débloquer un peu le système, dans la mesure où tout d'un coup, la matérialité incluait à la fois l'attente la plus forte de nos parties prenantes et l'attente le plus fort de notre business. Et c'est tout d'un coup à la rencontre des deux que l'ouverture a commencé à se faire. Alors, revenons sur le dialogue lui-même. Plusieurs formats. Celle que je préfère, le dialogue que je préfère, c'est l'interpellation one-to-one. Ça demande d'avoir une sélection de parties prenantes quand on aborde une problématique. On définit nos problématiques autour de nos problèmes ESG, RSE. On les propose aux parties prenantes, on les pèse avec nos parties prenantes, on les pèse avec nos parties prenantes internes, toujours une confrontation entre ce que l'interne nous dit et ce que l'externe nous dit, avec deux types de livrables à l'arrivée, le gap, l'analyse de gap entre l'interne et l'externe, pour bien faire comprendre que la direction dans laquelle l'entreprise se dirige à travers ses simples employés n'est pas forcément complètement alignée avec la direction que les parties prenantes nous proposent, donc analyse de gap entre l'interne et l'externe. Et le deuxième outil, bien sûr, c'est la matérialité. Et ce sur quoi je voudrais insister, c'est que la notion de matérialité n'est pas la même dans tous ces pays-là. Alors, on ne va pas distinguer des priorités différentes pays par pays, mais on va certainement distinguer des priorités différentes de région en région. Et pour l'illustrer, je voudrais appeler le transparent suivant. J'ai essayé de résumer un peu sur un ensemble
de domaines de valeur que l'on interpelle avec nos parties prenantes. J'ai essayé de vous montrer un petit peu la différence entre la perception, on va dire, européenne et la perception Moyen-Orient et africaine. Hein. Vous avez sur ces barres diagrammes, c'est les plus simples que j'ai trouvé de façon à vous montrer un peu la différence. C'est quelque chose que vous allez sentir. Hein. Il est clair qu'en Europe, on est plus sur la qualité de service et qu'en Afrique, on est plus sur le partage de valeur. Hein. Très résumé. On a choisi d'avoir, dès le départ, un comité international. On a 8 nationalités. Pourquoi? Parce qu'on est un groupe de 140 000 personnes, donc plus de 110 000 qui vivent à l'extérieur de l'Hexagone. On a aussi choisi, et ça a été volontaire, d'avoir un comité qui est exactement le même nombre de personnes qu'on avait de membres du comité exécutif, pour montrer l'équilibre. Et on a fait un choix, qui est un choix volontairement subjectif de 10 parties prenantes. On a pris bien évidemment des clients, des fournisseurs, on a pris aussi des syndicats, des investisseurs. Comme on avait une raison d'être qui était autour de la mobilité urbaine, on a pris quelqu'un qui représentait la ville. On a pris aussi des organisations internationales, Nouvelle Économie, universités. Et en cours d'exercice, en cours de mandat, on a rajouté depuis 2 ans une philosophe. Alors, si je vais tirer un bilan après 5 ans, de pratique, le premier résultat que j'aimerais mettre en avant, c'est que c'est un outil extrêmement performant. Ce qui m'a beaucoup frappé dans tout ce que vous avez dit, c'est le lien étroit entre parties prenantes et matérialité, qui n'est parfois pas assez mis en exergue. Et ça, c'est très intéressant. Et en plus, avec la notion de double matérialité qui est en train de s'implanter, je crois que c'est d'autant plus important. Donc ça, c'est ma première observation. Ma deuxième observation, c'est on voit bien qu'effectivement, que la notion de partie prenante, c'est pour ça que les comités de parties prenantes, c'est en rien des comités d'experts et tout. Moi, j'ai en tête 2 ou 3 entreprises qui confondent encore complètement ça. Mais ce n'est pas du tout ça. C'est justement vraiment, alors puisqu'on prend le mot « prendre », c'est la prise sur la société. Et ça, au moins, c'est quelque chose qui, je pense, est absolument indispensable.